c'est sûr que les conditions ont changé. Mais après, je pars du principe que vraiment un bon investisseur, c'est quelqu'un qui sait s'adapter. Les choses changent, les règles du jeu changent, il va falloir trouver des solutions, s'adapter, et il y a toujours des solutions. Et moi je disais, mais j'en ai rien à foutre des problèmes de tes collègues. Si j'avais un conseil à donner, ce serait de pas investir dans des grosses villes. Parce que tout est rentable en courte durée. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors j'ai fait beaucoup de ménage, moi, j'ai nettoyé les chiottes, j'ai fait tout ça et j'en suis très fier. Le plus gros que j'ai eu, c'est un jour j'ai une cliente qui m'envoie un texto et qui me dit « Bonjour, on est dans votre appartement, j'ai un problème, la cuisine est tombée ». Salut Thomas, c'est un plaisir de te retrouver sur notre podcast Limo sans cravate. Est-ce que tu vas bien aujourd'hui ? Yes, salut à vous, je vais très bien, merci beaucoup pour l'invitation, salut à vous deux. Avec grand plaisir. Top, ça va être cool. Du coup, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas ? Ok, très bien. Alors, je m'appelle Thomas, je suis entrepreneur, investisseur, principalement dans l'immobilier. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, j'étais conseiller en investissement locatif, partie que j'ai arrêtée pour me concentrer sur une autre partie d'un business que je gère aujourd'hui, qui est d'aider les loueurs en courte durée à se professionnaliser dans cette activité et d'augmenter leur chiffre d'affaires et d'optimiser leur temps. Ok, très bien. Et donc ça, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Nous, ce qu'on aime bien demander généralement à nos invités, c'est comment est-ce que tu es rentré dans l'immobilier ? Voilà, c'est quoi qui t'a fait découvrir ça ? C'était quoi ton premier investissement ? Et voilà, comment t'en es arrivé à faire ça aujourd'hui ? Ok, ouais, donc la grande histoire. Exactement. Alors c'est parti. Faut savoir que du coup, moi je vivais aux États-Unis pendant 4 ans. J'ai eu la chance d'aller vivre près de Manhattan. Et je travaillais pour un tour opérateur, donc une grosse agence de voyage. On envoyait des Américains en Europe, principalement en France et en Italie. Ma femme m'a rejoint là-bas, donc on vivait tous les deux là-bas jusqu'au jour où on a décidé de rentrer en France. Et à cette époque, du coup, j'avais donc postulé pour des agences de voyage en France depuis les États-Unis. Donc j'ai vite retrouvé un job dans le tourisme. Et voilà, faut savoir que le salariat à la française, ça m'a pas du tout convenu. C'est très très différent de la mentalité américaine. Ça doit être carrément l'opposé même de ce que tu avais vécu peut-être aux États-Unis. L'opposé, c'est complètement différent. J'ai pas du tout accroché avec cette mentalité de restriction à tout niveau. Alors qu'aux États-Unis, c'est vraiment la liberté d'entreprendre et des initiatives en fait au sein de l'entreprise. Là-bas, c'est fais ce qu'on te demande et surtout, voilà, ne fais pas plus. Pointe quand t'arrives, pointe quand tu pars, prends ta pause, faudrait pas que tu travailles trop. Voilà. Donc, bref, très compliqué. Et ma femme, elle, par contre, du coup, au retour des États-Unis, elle avait pas fait trop cette démarche, elle était pas trop dans elle avait pas vraiment de projet professionnel, si tu veux, elle était pas trop dans les démarches de projet professionnel et du coup, elle a enchaîné plusieurs petits jobs jusqu'à finir finalement chez Lidl, dans un supermarché Lidl. Faut savoir que là-bas, du coup, il n'y a pas de caissière ou de mise en rayon, c'est tout le monde fait tout. Ouais. Le rythme est très très soutenu, c'est très compliqué physiquement et aussi psychologiquement et mentalement, puisque tout est fait pour que tu ne t'arrêtes jamais et c'est vraiment aller jusqu'à l'épuisement. Puisque de son côté, il faut savoir que du coup, elle s'est fait les deux canals. Le canal carpien, en fait, c'est au niveau du poignet. T'as les nerfs qui sont écrasés. Ouais, c'est pas généralement, entre guillemets, classiquement, quand ça arrive, c'est plutôt dans l'âge, quoi. Exactement, c'est chez les vieux. Ouais, parce que je connais, c'est arrivé à une grande tante il y a pas longtemps. Ouais, et ben exactement, à force de l'âge, voilà, ça jeune, quoi. Les deux mains à 30 ans. Donc t'imagines comment c'est pas du tout... c'est très compliqué physiquement de travailler là-bas. Et c'est là où, du coup, moi, ça m'a un peu fait péter un câble. Et puis finalement, il y a aussi le poids, la charge mentale, dans le sens où il y a la plupart des gens en fait qui travaillent là-bas, les conditions sont pas top, donc ils se plaignent. Et forcément, du coup, à qui ils en parlent, à leurs collègues de boulot. Et finalement, en fait, tu passes ta journée à faire un job qui est pas intéressant et à écouter les problèmes des autres. Et quand elle revenait à la maison, en fait, elle avait besoin de se décharger. Et donc, elle se déchargeait sur qui ? Sur moi. En disant, ouais, mais tu sais, il lui arrivait ceci, cela et tout. Et moi, je disais, mais j'en ai rien à foutre, en fait,
J'en ai rien à foutre des problèmes de tes collègues. Et elle disait, mais moi aussi. Mais j'essaie de pas leur en parler, justement. Mais quand j'arrive ici, j'en peux plus, quoi. Ça me rend fou. Ça me rend folle. Il faut que je sorte tout ça, quoi. Donc, c'est cette situation-là qui, entre guillemets, t'a poussé à te lancer dans l'IMO, c'est ça? Exactement. Parce que du coup, au détour d'une conversation comme ça, je lui ai demandé, mais du coup, qu'est-ce que tu ferais? Si demain, tu pouvais faire n'importe quel job de n'importe quoi, qu'est-ce que tu ferais? Elle m'a dit rien. Je ferais rien. Voilà. Bon, je pense qu'elle était un peu énervée. Mais elle m'a dit, je ferais rien. Je m'occuperai de nos enfants quand on en aura. Et puis voilà. Et voilà. Donc, je lui ai dit, ok, on va trouver un moyen que tu fasses rien. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier et j'avais vu du coup un reportage à la télé, j'ai acheté un livre, ensuite j'ai acheté une formation sur internet, je me suis formé et j'ai compris qu'en fait acheter de l'immobilier, on fallait pas forcément attendre 20 ans pour gagner de l'argent, on pouvait gagner de l'argent tout de suite et pas dans 20 ans. C'était quelle année ça? Pardon, je te coupe, mais quand t'as démarré tout ça, à te former, à t'y intéresser? C'était en 2000... C'était en fin 2014. Ok. Ouais. Presque 10 ans. Ouais, c'est ça. Merci pour la gifle. Je préfère comme ça la caler. Non, mais c'est vrai, je veux dire, du coup, t'étais, entre guillemets, tu t'y intéressais quand, tu disais, t'as acheté une formation en ligne, ça devait être probablement quasiment les premières. Ouais, clairement. Qui sortaient à cette époque-là. Je veux dire, maintenant, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus répandu. On parle beaucoup plus de ça aujourd'hui, quoi. Exactement. Aujourd'hui, ça s'est bien démocratisé. À l'époque, il y en avait pas beaucoup qui faisaient ça, ouais. Ouais, c'est clair. Qui se lançaient là-dedans, donc. Du coup, quand j'ai compris qu'on pouvait gagner de l'argent tout de suite avec l'immobilier et pas dans 20 ans, je me suis formé. Sauf qu'au même moment, je venais de quitter mon CDI dans une agence de tourisme pour monter ma propre société de tourisme, pour faire du tourisme comme moi, j'avais appris à le faire aux États-Unis. Chose que d'ailleurs mes anciens patrons me disaient que ça marcherait pas. Finalement, ça a marché très bien. Sauf que c'était une erreur en termes d'investissement, puisque du coup, je venais de lâcher un CDI pour un statut auto-entrepreneur. Et donc, j'avais pas d'ancienneté, pas de bilan, pas de chiffres à présenter. Et là, j'ai compris que j'avais fait une grosse connerie. Ouais, aux yeux de la banque, c'était compliqué pour obtenir des financements. Exactement. Je me suis dit, personne ne va jamais me financer. On a un CDI de supermarché 25 heures et un auto-entrepreneur qui commence. Voilà. Donc, on n'a pas d'épargne, on n'a pas d'apport, on n'a pas de garantie particulière à proposer. Donc, ça allait être très compliqué. Donc, dans cette situation-là, qu'est-ce que tu as fait du coup en attendant d'avoir la situation? Alors je me suis dit déjà, il va falloir que j'attende 3 ans. Les 3 ans d'ancienneté que la banque vous met en avant, du coup, les fameux, pour emprunter. Donc je me suis dit, là je viens de prendre 3 ans à tronche. Je vais continuer à me former. Donc la formation, je l'ai fait 2 fois. Et j'ai commencé à visiter pour essayer de me former un peu sur le terrain, apprendre des visites. Et au bout d'un moment, je me suis fait une réflexion, je me suis dit, mais qui tu es pour te dire non, en fait? Aujourd'hui, tu as de l'expérience, t'es jamais allé voir un banquier avec un projet, pourquoi tu penses que forcément on va te dire non? Vas-y déjà, au moins au pire des cas, on va te dire non, quoi, c'est tout. Oui, c'est clair. Donc, trouve un projet, un bien immobilier, monte un business plan, déjà au moins ça te fera la main. Et s'il faut, t'auras un oui, mais au pire des cas, t'auras un non. C'est ce que t'attendais, ok. Mais au moins, t'auras appris. Donc du coup, je me suis dit, on va y aller comme ça. T'as réussi à te faire péter les barrières mentales que tu t'étais mises ou qu'on t'avait inculpé durant toute ta vie, parce que c'est vrai que... Bah oui. C'est ça, inculpé. J'avais compris. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est l'importance. Exactement, ouais. J'avais fait un peu sauter cette barrière, cette croyance limitante que j'avais, qui techniquement sur le papier n'est même pas une croyance, c'est vrai. Mais en fait, sur le terrain, on peut faire autrement. Et la preuve, ça... C'est vrai que c'est un truc qui est vrai, que les banques, en tout cas, financent très difficilement les entrepreneurs, etc. Mais c'est pas une vérité absolue. Et c'est vrai qu'on a tendance, quand on sait ces conditions-là, on a tendance à l'accepter comme vérité générale et qu'il n'y a pas moyen de faire autrement, quoi. Sans aller au bout des choses, forcément. Sauf que l'immobilier, c'est trouver des solutions. Exactement. Bon, après... Je vous parle de ça, effectivement, c'était il y a quelques années. Les choses ont encore évolué aujourd'hui. Ouais, c'est sûr que ce que j'ai fait il y a quelques années, c'est probablement très compliqué aujourd'hui à refaire. Même si c'est pas impossible, parce qu'il y en a encore qui arrivent. Mais je veux dire, c'est sûr que les conditions ont changé. Mais après,
Moi, je pars du principe que vraiment un bon investisseur, c'est quelqu'un qui sait s'adapter. Les choses changent, les règles du jeu changent, il va falloir trouver des solutions, s'adapter, et il y a toujours des solutions. Complètement. Et puis, c'est pas... Enfin, tu peux pas investir aujourd'hui comme tu faisais il y a quelques années. Les taux ne sont pas les mêmes, les prix ne sont aussi plus les mêmes. Exactement. Le marché a changé. Comme tu dis, il faut s'adapter, mais quand on est formé, quand on sait ce qu'on fait, on peut arriver un peu à contourner ces règles-là. Bien sûr, exactement. Donc du coup, j'ai trouvé un appartement, je suis allé voir une banque qui m'a dit non, hein, et après je suis allé voir aussi un courtier qui était qui avait la réputation d'être à peu près spécialisé dans les dossiers un peu complexes, typiquement le mien quoi, presque impossible, et voilà, il m'a dit je vais essayer, ça va être chaud mais on va tenter. Et puis on verra. Et puis il m'a rappelé quelques semaines plus tard pour me dire c'est bon, j'ai réussi à vous avoir un financement sur ce bien-là. Donc là, c'était champagne, vraiment super. Donc j'arrive dans son bureau et il me dit voilà, je vous ai eu un financement avec le Crédit Mutuel. Par contre, je vous préviens, vous en avez fait un, vous en ferez pas deux. C'est mort. Là, le prochain, il va falloir acheter une résidence principale parce que les prochains, ils vous financeront pas, c'est impossible. Vous avez eu beaucoup de chance, donc signez-le et puis par contre, pensez à acheter votre résidence principale. Voilà. Bon, j'ai obtenu ma résidence principale. Du coup, ça c'était en 2016. J'ai acheté une résidence principale en 2022. Voilà. Je suppose que t'as et encore, je suis en train de pour continuer d'acheter des appartements. Et encore, je suis en train de la vendre là au bout de moins d'un an. donc voilà. Donc du coup, ne croyez pas toujours ce qu'on vous dit. Faites-vous vos propres expériences. Ouais. C'est vraiment la leçon à retenir de ce petit passage de ma vie, en tout cas du démarrage de mon aventure immobilière. Ok. Et du coup, pour revenir sur la location courte durée, comment t'es venue l'idée de faire la location courte durée et est-ce que tu as fait de la location courte durée dès le moment où tu as signé ton premier bien est-ce que tu avais déjà ça en tête sur le premier bien ou est-ce que c'est arrivé plus tard? En fait, effectivement, j'ai eu le déclic de la courte durée dans un séminaire immobilier auquel je suis allé et en fait, je ne savais même pas ce que c'était que la courte durée à ce moment-là. J'en avais entendu parler, je savais ce que c'était Airbnb, mais je savais pas qu'on pouvait en faire un business en fait. Et dans un séminaire immobilier, c'est pour ça que j'encourage souvent les gens à aller rencontrer des gens, parce que c'est là où une phrase, une idée peut vous mettre un déclic ou vous faire gagner, ou une rencontre peut vous faire gagner des dizaines de milliers d'euros. En immobilier, ça peut aller très vite. Donc c'est là-bas où j'ai découvert ça, j'ai compris qu'en fait on pouvait en faire un business, acheter des appartements, les exploiter en courte durée sur Airbnb. Et donc du coup, cet appartement-là, le premier que j'ai acheté, je l'ai mis tout de suite en courte durée. Il n'y avait pas de travaux à faire, je l'ai meublé, je l'ai mis sur les plateformes et c'était parti. Et comment tu avais fait ton business plan, ton étude de marché? Parce que je me doute que tu t'es pas lancé en testant, en disant on va voir si ça marche tant mieux, si ça marche pas, tant pis, j'ai le plan B, quoi, la location à longue durée. Ouais, c'est une question qui revient souvent. Effectivement, la plupart des gens au début hésitent parce qu'ils savent pas s'ils vont pouvoir louer. Et en fait, c'est pareil, la réponse est la même, c'est déjà, il faut faire une étude de marché et se poser la bonne question. La bonne question, c'est pourquoi il y a des gens qui viendraient loger dans votre logement pour quelques nuits dans ce secteur-là. Si vous avez répondu à cette question avec l'affirmative, c'est qu'il y a de la demande. Et après, il y a évidemment des marqueurs. Est-ce qu'il y a des hôtels dans cette zone? Est-ce qu'il y a des bureaux pour des gens qui viendraient en formation? Est-ce qu'il y a des zones commerciales autour pour encore une fois des gens qui drainent du passage, des sites touristiques, ça c'est les sites touristiques bien évidemment, un hôpital, les hôpitaux pour effectivement les gens qui viennent voir des proches qui sont en convalescence. Donc qu'est-ce qui fait que ça drainerait de la clientèle de passage? Et effectivement, le tourisme pourrait sembler être la réponse la plus évidente, mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, la location courte durée n'est pas forcément liée au tourisme au sens où on peut l'entendre. Il y a aussi donc des gens qui se déplacent pour des rendez-vous professionnels, des ouvriers qui viennent sur des chantiers qui ont besoin de se loger, il y a des gens qui viennent en formation,
Il y a des gens qui viennent faire des stages aussi dans des centres de formation ou des grandes écoles. Il y a des gens qui viennent voir des proches aussi, ça c'est tout con, mais il y a des gens qui peuvent pas accueillir leur famille chez eux. Donc ils prennent un Airbnb à côté pour un week-end parce que du coup il y a les beaux-parents qui viennent ou j'en sais rien. Ouais, c'est clair. Donc il y a une autre dimension de la location courte durée. Ça se limite vraiment pas qu'au tourisme, quoi. En fait, c'est vraiment beaucoup plus large que ça, la demande qu'on peut avoir. Et ce qui peut aussi, du coup, ouvrir un peu l'esprit sur d'autres emplacements, d'autres villes que l'on n'aurait pas forcément pensé, je pense, directement. Oui, parce mais que... des villes peut-être plus petites où il y a moins d'attrait touristique, mais juste, en fait, il y a de l'activité à côté, comme tu disais, voilà, il y a des hôpitaux, il y a du travail, il y a ça des ne gens marche à voir. pas que dans des grandes métropoles, la location courte durée. Exactement, ça marche partout là où il y a une demande pour de l'hébergement de courte durée, voilà, clairement. Mais c'est pas limité aux grandes métropoles, non, pas du tout. Au contraire, en fait, j'ai envie de dire même aujourd'hui, il faudrait s'en écarter. Parce que la législation commence à se durcir, les lobbies hôteliers tapent du poing sur la table, à tort à mon avis, on pourra y revenir, mais clairement aujourd'hui, si j'avais un conseil à donner, ce serait de ne pas investir dans des grosses villes. Plutôt s'excentrer dans des plus petites villes, ou en tout cas de moyenne taille, pour justement aller chercher du coup, aller éviter, ou en tout cas retarder une potentielle éventuelle législation qui changerait, et encore, faudrait, on n'y est pas. Et dans un deuxième temps, optimiser aussi la rentabilité parce que le prix à l'achat dans une grosse ville et dans une ville moyenne ou une petite ville n'est pas la même. Oui. Par contre, le montant auquel on loue la nuit, le delta, il est plus en faveur, du coup, enfin, il est avantageux en faveur de la location à la nuit par rapport au prix d'achat. Complètement. Ça, c'est le même un peu concept que pour la location classique, finalement, mais si vous allez investir dans des villes plus moyennes, le prix au mètre carré est moins cher et du coup, forcément, le prix des loyers, même en longue durée, je veux dire, le rapport loyer sur prix acheté sera toujours bien plus important dans des villes comme ça que dans des grosses villes où le foncier est très cher, quoi, globalement. Bon, super. Du coup, ça, c'était un peu comment t'es arrivé à la location courte durée. Ouais. Et comment la banque... est-ce que tu as été transparent avec la banque dès le premier investissement en disant, voilà, je vais faire de la location courte durée? Parce que surtout, à cette époque-là, vers 2016, c'était pas autant démocratisé qu'aujourd'hui. Donc, il y avait un risque quand même un peu plus important. Ouais, c'est vrai. Alors du coup, quand je suis allé voir la banque, en tout cas le courtier, alors lui, je lui ai dit que j'allais faire de la courte durée, mais ce qui était important, c'est que le dossier présenté était sous forme de location longue durée. C'est-à-dire que mon projet était rentable, était autofinancé en location longue durée. Et il me restait peut-être 20 € de cash flow à la fin du mois. Donc, même rien que ça, surtout à l'époque, des banquiers, ils en voyaient quasiment pas. Et surtout, présenté de façon très business, plutôt que je me pointe dans le bureau du banquier, salut, je voudrais tant, je veux acheter cet appart. Ouais, présenté de façon pro, avec un dossier. Exactement. Etc. On avait vraiment bossé, parce que il faut comprendre que je partais vraiment avec pas beaucoup de chance, donc j'ai essayé de mettre le maximum de chance de mon côté, parce que sur le papier, disons que la forme était bien, mais le fond, franchement, c'était chaud. Donc, du coup, j'essayais de faire en sorte que ce soit bien, et donc je présentais vraiment un business plan super carré, en longue durée. Et une fois que j'ai eu le financement, la première chose que j'ai fait, c'est que je l'ai mis en courte durée. Par contre, le deuxième que j'ai acheté, là, effectivement, quand je suis allé voir le banquier que le courtier m'a présenté et qui a financé mon premier projet, là, lui, je l'ai pas pris pour un con, je lui ai dit tout de suite, voilà ce que je fais. J'ai mis en courte durée, voilà mes résultats, voilà le business plan. Je lui ai montré toutes les réservations, tout le cash flow que je faisais tous les mois. Et là, il a commencé à se dire, waouh, ok, par contre, lui, il rigole pas. Il a un truc carré et puis ça tourne, quoi, ça crache. Et puis, je vois les comptes, je vois l'argent rentrer. Ouais. Et je vois le compte grossir. Et en plus, il l'utilise pas, il le garde bien au chaud pour prévoir. Moi, je lui disais, voilà, moi, ce que je veux, c'est d'avoir toujours 1 an d'échéance de crédit d'avance sur le compte. C'est mon minimum sur le compte, c'est-à-dire c'est mon seuil. Au-dessus, je peux m'en servir,
Mais à partir de là, en dessous, j'y touche pas. Donc ça le rassure. Et là, C'est clair. quand je lui ai dit, bah voilà, maintenant, vous avez vu ce que je suis capable de faire avec un logement. En plus, c'est vrai que j'avais aussi mis mon bagage de tourisme sur la table. Ouais. Parce que du coup, bon, voilà, encore une fois, ça veut pas dire que les autres peuvent pas le faire, mais moi, c'était un avantage. Donc, je l'ai mis en avant. T'as essayé de mettre tes avantages en avant. Même, voilà, t'avais pas une situation parfaite, mais du coup, t'as essayé de jouer sur les autres points. Exactement. Je pense que c'est important, ça, en vrai, à comprendre, surtout. C'est que on a tous des avantages, enfin, des points forts et des points faibles, je veux dire, relatifs à l'investissement IMO. Parfois, vous allez avoir de l'argent, mais pas d'expérience ou pas de connaissances. Parfois, pas d'argent, mais vous allez être formé. Parfois, vous allez avoir des contacts, rien que ça aussi, ça peut être un point fort sur lequel s'appuyer, ou une expérience dans un domaine en particulier. Et je pense que c'est important de se reposer sur ces points forts, pour aller chercher les financements. Je suis absolument d'accord. Il faut comprendre que le banquier en face, c'est un humain. C'est ça. Et même il regarde les chiffres, il va regarder aussi le profil dans sa globalité. Ouais. Qui êtes-vous ? Pourquoi vous voulez acheter ce truc-là ? À quel risque vous vous exposez personnellement si je vous prête de l'argent ? En fait, c'est humain. Et c'est d'ailleurs ce qui nous fait, nous, investisseurs immobiliers, aussi avancer dans nos parcours. C'est que du coup, on lie une relation humaine avec quelqu'un en face qui nous prête de l'argent. Mais il faut construire cette confiance. Et lui, il faut lui montrer pourquoi on fait ça et à quel risque il s'expose. Donc, clairement, si votre discours il a de la cohérence, ben, c'est quand même beaucoup plus facile d'obtenir un financement que si vous arrivez en short et en tongs en disant voilà, prête-moi tant alors que j'ai pas un sou sur le compte, voilà. Ouais, c'est non, clair. ça c'est sûr. Et du coup, tu lui as présenté ton deuxième investissement Yes. en location courte durée, donc tu as établi un business plan. Ouais. Mais la question que je me pose, c'est comment tu as établi ton business plan en location courte durée ? Parce que par rapport aux chiffres, on peut leur faire dire tout ce qu'on veut. Ouais. Et sur quel taux de remplissage, sur quel taux de remplissage t'es parti, sur quel prix de nuit tu t'es basé, voilà, pour le rassurer en fin de compte. Ouais, c'est une très bonne question. Quand on monte un business plan pour aller défendre un projet de location courte durée à la banque, déjà, il faut avoir de l'ancienneté dans la courte durée, pour rassurer la banque, pour montrer qu'on fait ça de façon professionnelle. On peut pas arriver au premier projet et Non. dire je vais faire de la location courte durée. Non, franchement, si vous allez voir un banquier, vous lui dites je vais acheter ce logement, mais je suis pas du tout sûr que du jour au lendemain j'aurai des revenus locatifs. Personne va vous prêter de l'argent. Ouais. D'ailleurs, je pense que vous le feriez pas à votre proche non plus. Donc, il faut avoir cette ancienneté. Faut avoir montré de l'expérience. Faut avoir des résultats. Et derrière, vous pouvez proposer du coup un autre projet, là en toute transparence, à financer en location courte durée. Il y a deux choses qui sont importantes. La première, ça ne veut pas dire que le projet ne doit pas être rentable en location longue durée. Ouais. Pour moi, c'est la règle d'or. C'est-à-dire que si le projet il est rentable en courte durée, mais il n'est pas en longue durée, c'est que votre projet il n'est pas bon. Parce que tout est rentable en courte durée. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, vous devez avoir cette sécurité et la mettre en avant au niveau du banquier en lui disant « Je vais faire de la courte durée, ça va bien se passer, mais si ça se passe mal, pas de panique, je le mets en longue durée, regardez les chiffres en longue durée. » Et on part là-dessus. Sur le financement, on part là-dessus. La courte durée, je vous le dis parce que je suis transparent avec vous, je suis honnête. Par contre, c'est du bonus. C'est ce que je fais. Mais vous me financez un logement en longue durée. Et voilà les chiffres. D'accord ? Donc, basez-vous là-dessus. La courte durée, il va la prendre en considération, disons, subjectivement. Ok ? La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas, bien évidemment, donner des chiffres surréalistes. Ouais. Ok ? Il faut ni être trop optimiste, ni être trop pessimiste. Moi, je reste réaliste d'un point de vue banque, en mettant en avant un minimum de 20 nuits. Une moyenne de 20 nuits. Une moyenne de 20 nuits louées par mois. Sachant que dans la réalité, on fait rarement moins de 24-25 nuits. C'est vraiment notre minimum, quoi. Là, je lui propose une moyenne à 20 nuits par mois. Et encore une fois, c'est subjectif. Il a une appréciation subjective de ce chiffre-là parce que lui, il va se baser sur un loyer normal. Ouais. Et pour ça, je vais lui amener des estimations de valeur locative d'un agent immobilier local qui connaît le secteur et je vais la joindre à mon dossier bancaire.
pour le rassurer encore une fois, parce que lui, il n'est pas agent IMO, Oui, il c'est n'est pas dans le tourisme, il y connaît rien, il sait juste à qui il va prêter de l'argent. Il veut être rassuré. Ouais, donc derrière, il faut lui amener quand même des preuves et quelque chose de concret, comme quoi ça va bien se louer à ce montant. Et c'est pareil pour la location courte durée. Les prix des nuits, tu les sors pas de nulle part. C'est des données quand même que tu as travaillé en amont. Exactement, voilà. Donc j'ai fait une étude concurrentielle. J'ai regardé quels sont les logements qui sont autour du mien, dans le même secteur, qui proposent le même type de prestations que je vais proposer, parce que ça aussi, il y a de tout et n'importe quoi aujourd'hui en courte durée. Et je regarde à peu près combien ça se loue. Mais je m'étends pas énormément là-dessus au niveau du banquier, parce qu'encore une fois, lui, il s'en fout. Oui, c'est sûr. Lui, il va prendre la location longue durée. Ouais. Et c'est là-dessus qu'il va vous financer. Donc, il va vous dire très bien la courte durée, j'ai compris ce que vous faites ça bien, très bien. Mais moi, je vous finance sur du concret, de la longue durée. Et là, je vais regarder la valeur d'estimation, l'estimation de valeur locative de l'agent immobilier que vous avez joint. Ouais, de toute façon, j'ai l'impression que maintenant, ça, ils le demandent quasiment systématiquement. Enfin, ça dépend des banquiers. Mais il y en a, quand tu leur présentes des projets, maintenant, ils te demandent directement en fait, l'attestation de valeur locative, parce que, comme tu dis, c'est pas leur métier. Et donc, en fait, tu pourrais leur mettre n'importe quoi sur... Bien sûr. Moi, j'ai fait financer une coloc, et pour le coup, je l'ai présenté en tant que coloc au banquier directement. Mais par contre, j'avais, entre guillemets, des preuves tangibles qui disaient que je pouvais louer à ce prix-là en colocation, parce que des gens spécialisés m'ont fait une estimation localement, etc. quoi. Donc, c'est des agents immo qui t'ont fait cette valeur locative sur une base de colocation. Ouais, exactement. Donc, les mecs connaissent déjà le secteur et le marché sur la colocation. C'est ça. Ça a beaucoup évolué, parce qu'avant, Oui. en tout cas, moi, quand j'ai commencé, tu leur parlais de colocation, ils disaient oui, bon, d'accord, mais on sait pas. Ça m'a surpris aussi, en fait, quand le banquier m'a dit est-ce que je peux avoir une attestation de valeur locative. Au début, je lui ai dit ça va être compliqué, parce que c'est une coloc, je sais pas si ça va être vraiment... Ouais. Et au final, non, ça se fait, et je pense que ça se fera probablement de plus en plus, parce Bien que sûr. en fait, ça se démocratise tellement que... Bah oui. Enfin, c'est un vrai marché à part entière, quoi. Ah, carrément. Donc il y aura des experts, je pense, de ça bientôt. Oui. Et ça va se développer énormément encore. Moi, je pense que la colocation a de beaux jours devant elle, surtout quand on voit les prix augmenter, surtout dans les grosses villes. D'ailleurs, ça me fait penser à une chose. Moi, quand je vivais à Manhattan, là-bas, ils sont encore une fois très en avance sur nous. Ah, mais À Manhattan, il y a des appartements. Les mecs, ils font plus un loyer à la chambre. C'est vous êtes 3 dans la chambre. Donc genre tu payes ton loyer et tu partages la chambre dans un appart de 10 chambres, et dans ta chambre t'as encore 2 personnes, tu vois. T'imagines comment ils sont loin encore? Ils sont de la coco-location. Ils sont de la coco-location, quoi. Tu vois? Et donc, voilà. Et moi, des fois, je me suis fait des potes et j'allais chez eux. Et genre, donc, grand salon et tout. 10 personnes, tu crois que c'est une soirée? Non, ils vivent tous là. Ils vivent tous là. Et toi, t'arrives dans la chambre et c'est mon roommate. Et je sais que en Californie aussi, ils ont des prix qui ont explosé, notamment parce qu'il y a toutes les GAFAM qui sont là-bas, et tous les gens qui ont énormément de pouvoir d'achat qui veulent se loger là-bas. Et donc pareil, je crois que la colocation là-bas, ça explose. Mais en fait, une chambre en colocation, rien qu'une chambre en colocation là-bas, c'est le prix de toi ce que tu mettrais à Toulouse dans un T5 plein centre, quoi, tu vois. Alors que c'est juste une... Ouais, non, enfin, on va pas exagérer, mais l'idée c'est ça, effectivement, cher, c'est extrêmement cher. Manhattan, c'est hors de prix. Ouais. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils s'entassent dans des apparts, parce que les étudiants, ils peuvent pas se permettre de louer un appart. Ah non, moi, je louais un appart, je me rappelle, j'avais un studio qui faisait 20 mètres carrés. J'habitais à Hoboken, donc c'est dans le New Jersey. Ça veut dire que c'était pas Manhattan, c'était en face de Manhattan, de l'autre côté de l'Hudson River. Et je payais $1,300 pour 20 mètres carrés, même pas dans Manhattan. Ok. Ouais. Donc imagine combien eux ils payent juste 20 mètres carrés en plein Manhattan. Ouais, c'est hors de prix. Hors de prix. Donc ils partagent les chambres dans des colocations partagées, quoi. Ouais, purée. Comme quoi, voilà, les Américains toujours en avance. Mais ouais, je pense qu'en France, ça a de beaux jours aussi. Après, ce serait bien qu'on évite d'arriver jusque là, parce qu'en soi c'est pas super drôle quand même de se dire mon seul choix si je veux survivre, c'est de partager la chambre avec quelqu'un que je connais pas dans une colocation, tu vois. Non, là c'est un peu extrême, mais dans le sens où ça permet en fait à des gens d'avoir accès à du logement moins cher
que s'il devait se loger tout seul, et puis t'as cet aspect communauté, alors qui plaît à certains ou qui plaît pas, tu vois, mais qui a un vrai intérêt pour le coup, c'est pas juste je m'empile à côté d'autres gens, c'est aussi je crée des liens. Et... Après, on y est presque, parce que des marchés tendus comme Paris, pour se loger, c'est très compliqué. Ouais, bien sûr. Moi, je pense à Paris, qui doucement y arrive. Ouais. Et même Toulouse, aujourd'hui, à chaque fois, tous les ans, je vois pénurie de logements pour les étudiants. Alors que, en plus, c'est un marché qui a beaucoup explosé avec la colocation. Et pour autant, ils sont toujours en galère de logement, les étudiants. À la rentrée, c'est toujours pareil. Et c'est-à-dire que je crois que c'est une ville aussi qui a une énorme croissance démographique, en tout cas. Numéro 2, je crois, sur la France. Ouais. Et je pense que, et je crois que le neuf, c'est un peu bloqué parce que la construction. Ah ouais, non, très compliqué entre donc, en fait, si t'as plus de neuf et que l'ancien, les logements se sont pas adaptés, logement. Ouais, c'est clair. Bon, mais top, je vais refermer cette parenthèse sur la colocation et repartir sur la location courte durée. Donc, donc tu fais ton business plan pour le présenter à la banque avec une étude de marché sur les prix, sur le taux d'occupation. Tu te fais financer le deuxième bien parce qu'il comprend ce que tu fais et tu lui as démontré que ça marchait. Mmh. Et ensuite, l'objectif principal qui était quand même de remplacer le salaire de ta femme. Où on en est à ce moment-là? Effectivement, mon pourquoi à la base, c'était de remplacer le salaire de ma femme. La bonne nouvelle, c'est que avec un CDI chez Lidl à 28 heures ou 25, je sais plus, bref, elle gagnait 1000 balles par mois, même pas. Ok, donc c'est allé assez vite. Le premier bien que j'ai acheté en courte durée, du coup, il nous ramenait 500 euros. Allez, entre 450 et 500 euros de cash flow mensuel, net après avoir tout payé. Le deuxième, on est passé à 600 de cash flow net. Donc là, on avait déjà remplacé son salaire, si vous voulez, techniquement. Mais on était lancé. Et donc, on avait la recette. On s'est dit, maintenant, on connaît la recette. On n'a qu'à dupliquer. Et on recommence. La question, c'est, est-ce que tu peux tenir encore un peu plus chez Lidl ? Elle m'a dit oui, donc du coup on en a acheté un troisième, et puis après on est passé du coup sur des immeubles où là on les achetait par lot et on mettait de la courte durée dedans, donc ça allait plus vite. On pourra peut-être l'approfondir tout à l'heure, mais du coup t'es passé d'acheter des appartements individuels que tu exploites en courte durée à directement acheter des immeubles que tu exploites en courte durée ou... Ouais, exactement. Alors aujourd'hui, moi, j'ai pas d'immeuble full courte durée. Ah, tu diversifies. Je diversifie. C'est ce que j'allais te poser la question. Ouais, j'aime bien. Alors c'est vrai que si la demande est extrêmement forte, je vous dirais oui, allez-y, mettez tout en courte durée. Ça dépend peut-être des lieux aussi. Exactement. Et ça ferait pas concurrence dans les appartements de l'immeuble si c'est sur la même typologie, par exemple 5 studios. Ouais. Je pense que c'est ce qu'il dit, ça dépend de la demande aussi. Ça dépend de la demande, ouais. Typiquement, là j'ai un immeuble où la demande, disons que l'offre dans cette ville a explosé par rapport à quand je suis arrivé. Et du coup, ça devient un peu plus difficile de remplir qu'avant. Et donc je suis très content d'avoir diversifié, d'avoir de la location longue durée qui m'assure un revenu locatif stable, qui me permet de payer mon crédit en toute sérénité, et après j'ai de la courte durée qui booste la rentabilité du logement. Mais si vous avez une demande extrêmement forte, allez-y sur de la full courte durée. Il n'y a que des avantages à faire de la location courte durée dans des immeubles de rapport. Pour moi, c'est un des meilleurs cocktails qu'on peut faire en termes de rentabilité. Déjà, premièrement, il n'y a pas de copro. Ouais, ce que je veux dire. Pas de copro. Pour la copro, pas de copro, c'est vous le boss. Ouais. Donc, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez foutre des boîtes à clés partout, vous demandez à personne, à part vous-même. Et vous pouvez changer le digicode quand vous voulez. Donc c'est vraiment super. Vous pouvez aussi accueillir des gens qui vous loueraient plusieurs appartements au même endroit. Donc ça, c'est aussi un avantage. Votre prestataire, c'est plus facile de trouver une personne qui va s'occuper de 5 biens au même endroit plutôt que de 1 et qui doit se déplacer après. Donc il n'y a que des avantages. Et puis après, déjà, en tout cas dans les petites moyennes villes, le cash flow d'un immeuble exploité en longue durée, il est plutôt sympa. Boosté avec de la location courte durée, on arrive sur des très gros montants de cash flow. Bon, mais parfait. Et du coup, vu que tu arrives tu commences à avoir un patrimoine assez conséquent, comment tu fais pour gérer tous ces biens qui sont exploités en location courte durée ? Parce que c'est
ça peut être un deuxième job à part entière. Ouais, je Clairement. pense que c'est d'ailleurs une des craintes de beaucoup de gens qui doivent nous écouter aujourd'hui. Enfin, une des craintes, en tout cas, une des questions, c'est quand tu as autant de biens courte durée, ou même quand on a quelques-uns, comment tu les gères? Enfin, combien de temps ça te prend? Est-ce que tu te déplaces souvent pour aller voir tes biens? Ouais. Tout cet aspect logistique et gestion des biens. Ouais, c'est une très bonne question. C'est vrai que on pourrait se dire là aujourd'hui, avec tous les biens en location courte durée, tu t'es fait un vrai job, tu cours partout, tu vas faire des courses, tu fais des ménages, des trucs comme ça, tu donnes des clés à tout le monde. Non. Et ici? Je suis là, je suis avec vous, clairement, on en parle et pendant qu'on est en train de discuter, il y a des gens qui rentrent et qui sortent dans les appartes sans que je sois là. Donc ça, c'est bien et c'est une des choses qui m'a passionné dans cette activité, à tel point que j'en ai fait aujourd'hui un peu mon métier, c'est-à-dire d'aider les gens à faire pareil que moi, c'est-à-dire à se professionnaliser dans cette activité pour travailler sur cette activité et pas dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de ménage, moi, hein, j'ai nettoyé les chiottes, j'ai fait tout ça et j'en suis très fier parce que du coup, c'est ce qui m'a permis de comprendre aussi les tenants et les aboutissants de ce métier. Mais aujourd'hui, donc, le ménage est délégué à des gens, des prestataires de ménage, hommes ou femmes, qui ont les clés de mes appartements, qui savent exactement quand est-ce qu'ils doivent passer, qui savent comment ils doivent remettre le bien en état, en termes de ménage, en termes d'agencement, tous ces trucs-là, parce que là, on va au-delà d'une prestation de ménage simple, on est dans de l'hôtellerie, clairement, faut se le dire. Donc voilà, on met les oreillers comme ça, le plateau thé café comme ça, présenté comme ceci, tout ça. Et donc du coup, là, on est vraiment sur de l'hôtellerie. Donc toute cette partie terrain est déléguée à des auto-entrepreneurs. Moi, je travaille souvent avec des auto-entrepreneurs. Après, tout le reste, je l'ai automatisé, donc avec ce qu'on appelle un channel manager. Un channel manager, aujourd'hui, c'est un logiciel qui va vous permettre de contrôler toutes vos annonces du même endroit. Ça va être un peu votre tour de contrôle. Vous allez synchroniser finalement vos logements avec toutes les plateformes de location et ça va vous permettre de tout piloter du même endroit. Vous allez pouvoir synchroniser les tarifs, les disponibilités, le contenu, les photos et vous allez en plus pouvoir automatiser un maximum de choses. Typiquement, les emails qui sont les instructions d'arrivée aux clients, les notifications de ménage à vos prestataires qui s'occupent de vos logements, les contrats, les factures, tout va être automatisé. Toutes ces tâches qui finalement pour vous n'ont pas vraiment de valeur à effectuer. Ouais, qui sont très chronophages. Hein. Exactement, en plus qui sont chronophages et qui aussi vous bouffent de la charge mentale. Parce que vous êtes sans cesse là en train de vous dire est-ce que je lui ai envoyé les instructions, est-ce que je lui ai dit où est-ce qu'il soit, c'est où se garer, est-ce que le ménage est fait, est-ce que je lui ai dit de passer faire le ménage, est-ce que je lui ai envoyé le code de la boîte à clés. Je peux vous jurer qu'au bout d'un moment vous y pensez jour et nuit, même la nuit vous vous réveillez, oh putain il y a un mec j'ai oublié de lui envoyer le truc. Donc tout ça vous allez pouvoir l'automatiser, ça va vous optimiser votre temps, ça va vous alléger votre charge mentale et surtout vous allez pouvoir vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous. Donc si vous êtes un particulier, c'est peut-être travailler sur votre revenu management. Donc le revenu management, on en parlera peut-être plus tard, mais c'est l'optimisation des tarifs pour augmenter votre chiffre d'affaires. Ou alors peut-être rechercher un autre bien à mettre en location courte durée. Ou alors peut-être même complètement autre chose, profiter du temps avec vos amis, votre famille, vos enfants, ce qui est vraiment important pour vous. Si vous êtes une conciergerie ou une société, c'est de clairement optimiser le chiffre d'affaires de vos clients propriétaires qui vous ont confié un bien, ou alors de chercher d'autres biens à faire rentrer en mandat de gestion. Ouais, au final, cet outil-là, c'est un outil indispensable pour faire une exploitation courte durée. Indispensable, même à partir du premier bien. Parce que vous pouvez... J'en vois des fois qui me disent « Oui, mais moi j'ai qu'un seul bien, j'en ai pas besoin ». Très bien, parce que tu viens de commencer à mon avis. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu vas penser jour et nuit à est-ce que j'ai pensé à ceci ou cela, tu vas avoir besoin d'un channel manager. Donc même avec un seul bien, tu as besoin d'un channel manager. Et puis comme tu dis, même pour un bien, je pense qu'à partir du moment où tu as une tâche répétitive qui te prend, si tu gères ton bien tout seul, je veux dire sans ça, qui te prend 2 à 3 heures tous les 2-3 jours, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, que tu as une tâche très chronophage répétitive et que tu peux l'automatiser, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Quoi. Exactement. Ça va même plus loin. Ça va plus loin dans le sens où un channel manager, le fait de pouvoir automatiser tout ça va permettre d'améliorer l'expérience client. Ouais. C'est-à-dire que vous allez pouvoir configurer les informations et les envoyer
au bon moment au client. Et ça a pas de prix dans le sens où non seulement vous n'avez pas à le faire vous-même, mais en plus, vous améliorez l'expérience client dans le sens où tout est simple pour lui. C'est-à-dire qu'il reçoit les informations, les bonnes informations au bon moment. Où est-ce que je me gare ? Il m'a envoyé l'email ce matin, voilà pour vous garer. C'est quoi le code de la boîte à clés ? Je l'ai eu tout à l'heure, ils sont dans mes derniers emails, je l'ai de suite. C'est quoi le code Wi-Fi ? Il est ici dans cet email ou alors il est affiché dans l'appartement. Tout ça fait que du coup, le channel manager, le fait d'automatiser va augmenter l'expérience du client chez vous, ce qui, par défaut, va vous valoir des très bons commentaires, des 5 étoiles, des 10 sur 10. Ouais, et on sait que c'est hyper important pour le coup. Complètement. Et aujourd'hui, durée, quoi. Pour toi, faire de la location courte durée sans channel manager en 2023, c'est compliqué. C'est indispensable. Ou alors, à la limite, tu délègues en conciergerie, mais je sais pas d'ailleurs quel est ton avis sur Exactement. ça, sur les conciergeries. C'est une très bonne remarque, ça. Effectivement, pour moi, aujourd'hui, en 2023, vous avez deux choix. Soit vous automatisez avec un channel manager, vous faites le travail une fois, ça tourne tout le temps, et du coup, vous conservez une partie de votre cash flow. Soit vous voulez vraiment zéro charge mentale, et là, vous déléguez à une conciergerie, et vous y pensez plus. Parce qu'on va pas se mentir, même avec un channel manager, eh bien, il y aura de la supervision à faire. Ouais. C'est-à-dire que vous allez avoir votre téléphone, il y a les réservations qui arrivent en notification, vous voyez tous les emails partir, vous êtes en copie de tout, vous supervisez votre activité. Et c'est le cœur de mon programme, c'est de vous amener à ce niveau de supervision uniquement. Vous ne faites plus rien, vous supervisez, vous ne gérez que les exceptions, ce qui par défaut n'est pas automatisable. Ouais. Justement, donc, toi, c'est quoi le genre de truc que tu es amené à gérer maintenant, que tu as automatisé toute cette partie-là de réservation, de envoi des mails, etc. Les seules urgences, justement, qui te restent à gérer, c'est quoi ? Les mecs qui savent pas allumer la plaque. C'est ça, le mec qui sait pas allumer la plaque parce qu'il y a une sécurité enfant et ça met LO lock et ils me disent c'est écrit LO. Bon, ça c'est une chose, mais les seules choses que je gère aujourd'hui, clairement, c'est effectivement les questions de gens qui n'ont pas lu l'annonce ou alors les gens qui comprennent pas comment fonctionne quelque chose dans l'appartement et du coup il faut leur expliquer, ou des litiges. Là, clairement, le litige, typiquement, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il y a eu de la casse, il y a eu une dégradation, c'est exceptionnel, ça, c'est à vous de le traiter. Mais vous acceptez de le faire parce que vous avez tout automatisé au travers d'un channel manager. Vous ne filez pas 20-25% de votre chiffre d'affaires à une conciergerie. Pour ça, vous devez gérer ce litige. Si vous voulez zéro charge mentale, vous déléguez ça à une conciergerie. Et encore, trouvez la bonne. Parce qu'aujourd'hui, des conciergeries qui sont là pour prendre votre chiffre d'affaires, il y en a, mais par contre, quand il y a un litige, allô, il y a un client qui a fait ça. Et qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Vous gérez, c'est pour ça que je vous paye. Donc vous m'appelez pas. Vous rachetez un oreiller, une couette, vous vous débrouillez, et puis vous m'envoyez la facture s'il faut, mais je ne veux pas que vous m'appeliez. Moi, c'est comme ça que je conçois la conciergerie, et c'est comme ça que je forme les conciergeries aujourd'hui au travers de mon accompagnement. Je pense que c'est comme ça qu'il faut les voir. Enfin, le but, oui, justement, de les confier dans ce genre de conciergerie, c'est pour pas avoir de charge mentale, comme tu dis, pour vraiment ne pas y penser. Exactement. S'il faut en plus gérer les problèmes, autant le faire à soi-même. Non, et puis en plus, après, voilà, c'est vrai que aujourd'hui, même sur Instagram, je partage beaucoup des aventures qui arrivent dans les appartements. Ce qu'il faut savoir, c'est que forcément, plus tu as du volume, plus il t'arrive des trucs. Ouais. Et si tu délègues pas une conciergerie, c'est toi qui les gères. Moi, aujourd'hui, alors c'est vrai que je râle beaucoup sur Instagram parce que du coup, je partage ce genre de trucs qui m'arrivent. Mais j'accepte de le faire. Parce qu'aujourd'hui, j'ai tout automatisé. C'est mon job, en fait. Il me reste plus que ça à faire, à gérer les petites merdes. Donc, si tu veux pas les gérer, délègue à une conciergerie. Sinon, accepte de le faire. Mais par contre, derrière, tu gagnes... Enfin, tu files pas 20-25% de ton chiffre d'affaires. Tant qu'on est dans les conciergeries, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui t'ont posé cette question avec toutes les connaissances que tu as, l'expérience aussi en location courte durée. T'as pas voulu monter, toi, ta propre conciergerie ? Ouais, j'ai eu 1000 fois cette question. Je me suis posé moi-même 1000 fois la question, on va pas se mentir. Et au final, j'ai décidé que non. Je préfère les former plutôt que de le faire moi-même. Pour moi, la vraie difficulté dans la location courte durée, c'est de trouver le personnel de ménage. Ouais. C'est vraiment le truc le plus difficile parce que c'est de l'humain et il n'y a rien de plus difficile à gérer que de l'humain. Donc, en termes de conciergerie,
Ben, quand on est concierge, le plus difficile, c'est pas de gérer les clients, c'est de gérer le personnel de ménage. C'est ça le vrai job d'un concierge. Et de faire en sorte que les prestations de ménage soient toujours au top du top. Parce que les clients, eux, ils vous ratent pas. Surtout depuis qu'on a les émissions maintenant, j'irai dormir chez vous, là, je sais pas quoi. Oui. Enfin, pas j'irai dormir chez vous, mais bienvenue chez vous, c'est ça, où ils passent leurs doigts tout en haut de la plainte du truc. Ah, il y a de la poussière. Voilà, maintenant. Où ils te démontent le siphon, ils regardent. Exactement, ouais. Ou alors ils soulèvent les lattes du lit et tout, ils vont derrière les meubles, les mecs, ils cherchent la poussière, tu vois. Donc là, aujourd'hui, depuis ces émissions-là, les clients, ils vous ratent pas. Donc, le ménage, il doit être impeccable. Donc, il faut gérer l'équipe de ménage. C'est de l'humain, c'est beaucoup plus compliqué. Et franchement, moi, j'avais pas envie de faire ça. Donc, je le fais pour moi, parce que c'est mes appartements, c'est ce qui me fait vivre aujourd'hui, c'est ce qui me fait manger. Mais j'avais pas l'envie de le faire pour les autres, même si j'en ai toutes les compétences. Par contre, je prends un grand plaisir à former, justement, des conciergeries pour, justement, qu'elles arrivent à gérer une vraie activité. Et aujourd'hui, j'ai des gens qui ont changé de vie parmi mes clients grâce à la conciergerie en se disant je veux plus de mon job actuel, j'ouvre une conciergerie, j'apprends à le faire, je gère des logements du coup de particuliers qui veulent pas s'emmerder avec ça et je le fais et là grâce à un channel manager comme Best24 et bah du coup ils ont plus qu'une chose à faire, c'est se concentrer sur leur équipe de ménage, l'optimisation de leur chiffre d'affaires et trouver des nouveaux biens à faire rentrer en gestion. Ouais, parce que c'est vrai que le ménage à l'humain, ça a dû t'arriver, je pense, des prestataires qui te plantent au dernier moment. T'as un voyageur qui arrive, et dans cette situation, comment tu... Enfin, qu'est-ce que tu fais? Comment tu gères? Non, mais moi, il m'est tout arrivé. Enfin, je pensais qu'il m'était tout arrivé, et en fait, j'en découvre tous les jours, mais j'ai déjà eu, effectivement, des gens qui arrivent... Un peu. Si tu peux pas faire le ménage, que t'es loin, enfin, ça peut être compliqué. Alors, j'ai eu plein de cas de figure dans ce cadre-là. Ouais. J'ai eu le cas de figure de gens qui m'appellent et qui me disent on vient d'arriver, alors par contre là on est un peu surpris, le logement on n'a pas l'impression qu'il y ait quelqu'un qui est passé faire le ménage quoi. Allô, la prestataire, vous êtes pas passé ah ben non, j'ai oublié. Ah, comment ça t'as oublié? T'as reçu un email, t'as reçu un texto, t'as un calendrier synchronisé sur le téléphone, t'as oublié. Ah ouais, bon, j'avoue qu'à l'époque, j'avais pas autant de notifications pour mes prestataires, mais quand même, elle recevait un email. C'est son job de regarder des emails. Je dis, mais vous avez pas vos emails? Non, j'ai pas regardé depuis hier midi. Comment tu veux gérer des logements si tu regardes pas quand je t'envoie des notifications pour passer, tu vois? C'est dans notre accord en plus que je peux avoir des réservations le soir même avec des gens qui repartent le lendemain. Donc, tu sais, moi, je leur dis aujourd'hui, vous devez regarder vos emails. Moi, j'accepte des réservations jusqu'à 21h le soir. C'est-à-dire qu'à 21h, tu peux plus réserver pour le soir même. Donc, à 21h, tu regardes tes emails et tu sais quelle est ta journée de demain. Si tu as une prestation à faire ou pas. J'avais oublié. Donc, comment on fait? Oh, ben là, je suis pas là. Qui c'est qui va? C'est moi. Donc, c'est moi qui vais faire le ménage. Devant les clients, à nettoyer les toilettes devant les clients, désolé et tout, tu leur offres à boire et patienter. Derrière, c'est les commentaires. Dans un studio. Alors bon, effectivement, derrière, c'est les commentaires. Alors tu fais quoi? Du coup, si t'es là, sur place, tu peux y aller, tu le fais. Si t'es pas là, t'es mort. Si t'es pas là, ben tu reloges les clients. Tu rembourses les clients, tu les rembourses, tu les reloges, tu leur dis je suis désolé, allez à l'hôtel, je vous rembourse, je suis désolé. Et maintenant, t'as mis en place des choses pour éviter ce genre de situation? Aujourd'hui, maintenant, voilà, j'ai déjà un contrat de collaboration entre moi et mes prestataires de ménage qui encadre notre collaboration et qui dit clairement que qui doivent regarder du coup leurs emails et les notifications après 21h pour savoir quelle est leur journée le lendemain, qu'elles ne peuvent pas se permettre d'oublier un ménage. Des choses, quoi. Mais aussi, surtout, que si elles veulent arrêter, elles doivent me donner un préavis d'au moins 1 mois. Ok. Et moi, pareil. Retourner, quoi. Moi, pareil. Si je veux plus travailler avec elles, je dois leur donner 1 mois. Parce qu'il faut se respecter mutuellement, ok? Mais parce que j'ai eu aussi le cas de quelqu'un qui me dit, je passe pas aujourd'hui. J'ai commencé à vous passer pas aujourd'hui. Bah non, je passe pas, puis j'arrête. D'ailleurs, je viens plus jamais. Voilà. Mais j'ai quelqu'un qui arrive, moi. Vous êtes pas passé encore? Non, mais il est 16h, ils arrivent dans 1 heure. Non, mais je viendrai plus.
Voilà, ça c'est même pas du jour au lendemain, c'est du jour au jour là, du jour au ça jour. doit faire briller ce Ah genre non, de ça rend situation. fou, ça rend fou. Donc là, pareil, c'est toi qui vas si t'es pas trop loin, sinon voilà, t'es dans la... J'ai même eu le cas extrême. Ça, c'est un truc, je vous le dis, mais j'ai honte, mais malheureusement, c'est pas de ma faute. Toujours dans ce spectre-là, c'est des clients qui, à la fin de chaque séjour, j'ai un petit message automatique. En tout cas, aujourd'hui, je l'avais. À la base, je l'envoyais plutôt à la main, qui dit voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment dans le logement et tout. Je vous souhaite un bon retour. N'hésitez pas à nous mettre un 5 étoiles et tout. Et là, les clients, ils m'appellent, ils me disent bon, franchement, on va vous dire, franchement, c'était pas terrible. Hein. Je dis ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit non, mais franchement, le ménage, ça laissait grave à désirer. On avait l'impression qu'il y avait quelqu'un qui avait déjà dormi dans le lit. C'était pas très propre et tout. Et là, tu sais, tu la connais, la sueur froide, là, avec la goutte, le smiley avec la goutte. C'est clair. Mais c'est-à-dire, c'était pas propre. Ouais, il y avait de la vaisselle et tout. Et là, j'appelle ma prestataire. Vous êtes passé hier? Ah non, je suis pas passé hier. Je dis, mais il y avait une prestation à faire hier. Ça veut dire que les clients, ils ont dormi dans le lit du mec d'avant, tu vois. Ah ouais. Et là, ouais. par contre, quand j'ai compris ça, je les ai remboursés. Je me suis confondu en excuses et tout. J'avais honte, horrible. Mais en même temps, enfin, je veux dire, tu vois ça, tu vois ça, putain, t'appelles et tu dis, il y a un problème là, clairement, il y a les draps. Ouais. Enfin, je veux dire. Moi, j'aurais pas dormi là-dedans, ça, c'est sûr. En fait, je pense que le mec qui était venu, il avait refait le lit, tu vois. Bien élevé, il refait son lit le matin avant de partir. Ouais, c'était pas si dégueu que ça. Ouais. C'est que juste que tu sentais que il y a eu quelqu'un avant, tu vois. Ouais. Et je pense que du coup ils ont eu le doute. C'était pas assez sale pour m'appeler, mais c'était pas assez propre pour être bien, tu vois. Ouais. Et du coup ils ont rien dit. Et c'est parce que moi je leur ai envoyé un texto qui se sont permis de me dire voilà, franchement c'était pas ouf. Et quand j'ai appelé ma prestataire, là j'ai compris. Et là je les ai rappelés, je leur ai dit je suis désolé. Et après coup, je me demande si j'ai bien fait de les rappeler. De leur annoncer que oui, ils avaient dormi dans le lit de quelqu'un d'autre qu'ils connaissaient pas, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais bon, voilà donc. C'était peut-être mieux qu'il qui reste dans le secret, ouais, c'est clair. Mais bon, j'avais tellement honte que. Non, mais c'est bien, il faut rester transparent. C'est vrai. Bon, en tout cas, ouais, on comprend bien déjà avec ces histoires que les prestats de ménage, c'est pas toujours facile, quoi. C'est très important. Exactement. Très important. Ah ouais, c'est vos yeux, vos oreilles dans les appartements, c'est eux qui vous ramènent tout, qui vous rapportent tout, et vous devez avoir une confiance aveugle, clairement, en elle. Et si vous n'avez pas une confiance aveugle, c'est qu'il faut changer. Si vous n'êtes pas serein en vous disant ma presta elle est passée, ils vont arriver, et je sais que je suis serein, bah c'est qu'il faut changer. Ouais, il y a un problème. Et beaucoup de personnes se posent la question, je pense, comment on trouve justement une femme de ménage, enfin un prestataire de service, comment on les recrute, sur quel site on va, enfin voilà, comment on les trouve tout simplement. Yes, ça c'est encore une question qui revient très souvent. Pour trouver une prestataire de ménage, pour moi, il n'y a que deux solutions. La première, c'est le réseau. Vous allez demander à votre réseau, surtout dans l'immobilier, les gens qui font de la courte durée, quel prestataire de ménage ils utilisent, est-ce qu'ils peuvent vous filer son contact, est-ce qu'ils en sont contents aussi, est-ce qu'ils la recommandent. J'allais dire là où le recommande. J'ai aussi travaillé avec des hommes, il n'y a pas de souci là-dessus. Si vous avez quelqu'un qui vous recommande quelqu'un, bah faut y aller, et surtout si elle est disponible. Par contre, si malheureusement il y a personne dans votre entourage qui peut vous recommander quelqu'un, ou alors les gens ne sont pas dispo parce que aussi ils ont beaucoup de logements, ils peuvent pas en prendre plus, ça arrive. Dans ce cas-là, il va falloir partir de zéro. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets sur internet, donc sur Le Bon Coin, je me propose.fr ou Allo Voisin. Okay. Je poste une annonce très très sélective. Je suis vraiment très sélectif dans mon annonce, c'est-à-dire que je dis voilà, je cherche un ou une prestataire de ménage, quelqu'un qui est extrêmement rigoureux dans le ménage, qui est motorisé, qui est disponible 7 jours sur 7, entre midi et 16h. 7 jours sur 7, la courte durée, c'est 7 sur 7. Donc, il faut le préciser. Ça veut dire même le dimanche, même les jours fériés, il faut pas me dire c'est Pâques ou je sais pas quoi. Non. Je m'en fous. C'est tous les jours, entre midi et 16h. Et je paye tant. Faut être auto-entrepreneur. Faut pouvoir me facturer. Voilà. Je balance tout ce que je veux dedans.
ça permet de filtrer un maximum. Parce que si vous dites je recherche quelqu'un pour faire du minage, là, il y a 1000 personnes qui se présentent à la porte. Et il y a tout et n'importe quoi. Ouais. Par contre, si vous dites que voilà, vous êtes c'est de l'hôtellerie, Airbnb, sens du. Je mets aussi, faire preuve de bon sens dans mon truc. Je le mets, faire preuve de bon sens. Parce que si pour moi, j'ai déjà eu un exemple tout con. Une prestataire, elle vient, elle fait ménage, le client précédent, il a laissé une feuille, je sais pas ce qu'il y avait marqué, peu importe ce qu'il y a dessus, il l'a laissé sur la table. Tu crois qu'elle l'enlèverait ? Elle la laisse sur la table. Ouais, elle se dit pas... Ouais, mais c'était juste une feuille comme ça, du coup, non mais c'est une feuille, tu l'enlèves. Ouais, je veux pas qu'il y ait une feuille, je veux que quand le client, il arrive, il n'ait aucun signe de vie précédente de quelqu'un dans l'appartement. Ouais, comme à l'hôtel, quoi. Comme à l'hôtel. C'est pareil, les gens, des fois, ils laissent des trucs dans le frigo en se disant, tiens, ça va peut-être servir à quelqu'un, tu vois, mes croustibat ou je sais pas quoi, tu vois. Non, non, je ne veux pas tes croustibat. Tu les gardes. Ouais. Et si la prestataire les trouve, tu les prends chez toi, tu les manges si tu veux, mais sinon, malheureusement, ça va à la poubelle. Je suis désolé, les yaourts, c'est pareil. Parce que je peux pas me permettre d'avoir une trace de vie de quelqu'un avant. C'est dans un hôtel, mais on n'a pas envie de rentrer dans la chambre de quelqu'un. On veut rentrer dans une chambre où c'est impec. On a l'impression d'être le premier. Et ben c'est pareil dans la courte durée. C'est clair. Donc il faut avoir ce bon sens aussi. Et donc je suis très sélectif dans mon annonce. Et là je fais du coup ceux qui répondent. Donc là ils sont beaucoup plus rares. Ceux qui répondent, on fait un entretien téléphonique. Si le feeling passe bien, on se rencontre sur place, on voit ensemble et si ça passe toujours bien, on signe un contrat de collaboration. Et en termes de proximité géographique, est-ce que tu leur demandes d'être proches de tes apparts ou ça c'est ils font ce qu'ils veulent, entre guillemets, tant qu'ils arrivent à gérer Alors c'est une question que je pose, mais c'est pas une obligation. Ok. Parce que déjà aujourd'hui c'est difficile de trouver la bonne personne, donc il faut pas non plus se fermer. C'est pour ça, si c'est un critère en plus, ça peut peut-être... Enfin alors déjà il faut qu'elle soit auto-entrepreneur, déjà je pense que toutes les prestats de ménage sont pas forcément... Effectivement, moi je les accompagne dans cette démarche. Okay. Ouais, si elles le sont pas, il y en a que j'accompagne dans la démarche. Vous l'êtes pas, et d'ailleurs je le mets dans l'annonce, si vous l'êtes pas, vous inquiétez pas, je vous accompagne. Je vous montre comment on fait les documents et tout. Ça va très très vite pour ouvrir un auto-entrepreneur. Très vite. Par contre, effectivement, c'est une question que je soulève. Est-ce que vous habitez loin ou pas ? C'est important pour moi. S'ils habitent proche, c'est un plus, clairement. S'ils habitent loin, là, peut-être que par rapport à quelqu'un d'autre, je vais peut-être choisir une autre personne qui habite plus proche. Sauf si, en face, je me rends compte que j'ai la perle. Et là, voilà. Mais le problème, c'est que pour savoir, faut essayer. Ouais. Et il y en a, je peux vous dire que quand ils arrivent, c'est c'est moi la meilleure et tout. Oh, regardez, votre collègue, elle est pas passée ici. Il y a un peu de poussière là, machin. Ils vont dans des coins et tout. Et puis au bout d'un mois, t'inquiète pas que c'est un peu laxiste, quoi. Ils font pareil, en fait. Voire même pire. J'en ai trouvé qui se la racontaient grave et qui faisaient bien pire. Ok. Mais top, ça c'est nickel pour trouver des prestats. Tout à l'heure, tu disais que au final, ce que tu gérais aujourd'hui, tu supervisais du coup un peu les opérations. Et que tu gérais quand même les litiges, on va dire, quand il y a des casses, etc. Moi, j'étais curieux de savoir déjà, et pour les gens qui nous écoutent aussi, je pense que ça peut être intéressant. Déjà, est-ce que ça arrive souvent, la casse, ou les problèmes un peu comme ça, et ensuite savoir un peu, toi, dans ce qui t'est arrivé, qu'est-ce qui t'a le plus marqué comme casse, on va dire, ou comme litige que tu aurais pu avoir, qu'est-ce qui a été le plus impactant, quoi. Ok. Le plus marquant. Quoi. La casse dans les Airbnb, ça arrive, c'est pas très souvent, mais ça arrive. Ce qu'il faut, c'est avoir justement du stock pour pouvoir remplacer rapidement et pas être en galère. Maintenant, quelqu'un qui me casse un verre ou une assiette, je vais pas lui prendre sur la caution. Non. On est d'accord, ça fait partie du business. On peut pas faire autant d'argent dans l'immobilier avec la courte durée et aller demander 2 € pour un verre ou une assiette. Là, oui, c'est quand j'ai pas précisé, mais quand je parle de casse, c'est plutôt truc important en mode télé, du gros électroménager, un mur. Effectivement. Donc il y a casse et casse, clairement. Après, des gros litiges dans mes appartements, j'en ai eu rarement, très rarement. Les plus compliqués à gérer, c'est pas forcément la casse, c'est ceux qui fument dans les appartements. Parce que la casse, on peut tout remplacer. L'odeur à faire partir, c'est un calvaire. Et quelqu'un qui rentre dans un appartement qui sent le tabac froid alors qu'il n'est pas fumeur, c'est absolument horrible. C'est infect. Donc, le plus compliqué dans la courte durée, c'est l'odeur de cigarette. Par contre, la casse, j'en ai eu rarement.
Il y a, je pense que le plus gros que j'ai eu, j'ai jamais quelqu'un qui m'a ravagé un appartement, parce que j'ai principalement des petites surfaces, donc personne fait la fête dans mes appartements. J'en ai eu. Voilà, des gens qui ont pris, ils se prennent les trucs de gaz hilarants, là, et puis ils rigolent toute la nuit. Mais jamais ravagé. Le plus gros que j'ai eu, c'est un jour, j'ai une cliente qui m'envoie un texto et qui me dit « Bonjour, on est dans votre appartement, j'ai un problème, la cuisine est tombée. » Et elle m'envoie une photo. Et la cuisine était tombée. T'as le plan de travail et t'as tout le meuble haut, il est à la verticale, enfin à la perpendiculaire comme ça sur le plan de travail. Tout le meuble haut avec tous les verres, les assiettes, les trucs, le micro-ondes et tout, t'as tout comme ça. Et là, je l'appelle, je dis mais en plus l'appartement était neuf, quoi. Je venais de le mettre en courte durée, ouais. Je dis mais comment vous avez fait, quoi? Parce que là, moi je veux bien, mais enfin c'est pas possible. C'était avec des chevilles dans du béton. Vous avez fait Tarzan dessus, c'est pas possible, quoi. Comment vous avez fait? Et elle me dit oui. Et alors là, en fait, du coup, je suis venu. Elle me dit que du coup, elle a voulu ouvrir la porte, le meuble en fait, et le truc lui est resté dans les mains et tout est tombé. Ok, d'un coup, elle a ouvert, tout est tombé. Je dis d'accord. Vous savez quoi, pas de souci, j'arrive. J'ai appelé mon entrepreneur qui avait fait les travaux. Je lui ai dit viens avec moi parce que là il y a un truc que j'explique pas. Donc tu viens avec moi. On y est allé, on est arrivé. C'est un mec qui nous a accueillis dans l'appartement alors qu'elle était censée être toute seule. Donc déjà bonjour, vous êtes qui? Bah je suis le conjoint de machin. Ah bon, parce que du coup sur sa réservation elle était toute seule. Ah très bien. Et lui très agressif. Ouais, vous vous rendez compte comment c'est dangereux et tout, si c'était tombé sur les enfants et nanana et machin. Très agressif, tu vois. Et c'est là où j'ai compris qu'il avait quelque chose à se reprocher parce que si t'es agressif comme ça, c'est que t'es en mode offensif, tu vois. T'es dans l'offensive et du coup, tu veux déstabiliser en face parce qu'en mon avis, t'as quelque chose à te reprocher. Et donc, du coup, il nous fait tout son sketch là, comme quoi c'était ma responsabilité, c'est ma faute et qu'il a eu super peur. Et là, il y a la dame qui arrive après, qui était sortie. Et on arrive et elle est toute petite. Et là, on a compris. Et donc, du coup, bon, je l'ai joué, je l'ai temporisé pour pas que ça parte en live dans l'appartement et tout, parce que le monsieur, il était bien vénère. Je lui ai dit, bon, laissez tomber, on va s'en occuper. Voilà, du coup, on va mettre ça sur le côté. On a tout ramassé, le verre et tout. Et du coup, t'as compris ce qui s'était passé? Et quand je suis sorti de là, mon gars, il m'a regardé, il me dit, moi, je sais très bien ce qui s'est passé. La dame, là, elle est toute petite. Ça veut dire que du coup, elle atteignait pas le meuble d'en haut. Donc à mon avis, elle est montée sur le plan de travail, elle a dû glisser, elle s'est attrapée au truc et elle a fait tout venir. Et il me dit, mais même comme ça, étant donné que c'était fixé dans du béton, derrière c'est un mur porteur, cheville béton et tout, il me dit, même comme ça, je suis surpris que ce soit venu. Mais bon, il me dit, je vais tout te remettre sans frais, parce que c'est pas normal que ce soit venu, mais elle a pas juste ouvert et c'est venu, hein, ça c'est pas vrai. À mon avis, elle a glissé, elle s'est attrapée dessus et de tout son poids, elle a tiré et il y a tout qui est venu et puis après du coup, elle l'a mis à la verticale, elle a tout pété et tout et elle t'a appelé. Donc c'est pour ça que l'autre il était agressif parce qu'il savait très bien qu'elle a pas juste ouvert, elle s'est viandée dessus. Ouais. Donc voilà. Après en termes de casse. Je crois que c'est le plus gros que j'ai eu parce que le reste après c'est des gens qui savent pas replier le canapé lit et qui l'explosent. Ça c'est chiant, mais bon voilà, c'est cher, mais c'est un peu moins impressionnant qu'une cuisine posée à la verticale sur un plan de travail. Voilà. Et du coup, je voulais finir ce podcast sur une question et un sujet. Comment aujourd'hui, avec toute la concurrence qu'il y a sur la location courte durée, comment se démarquer et comment réussir en 2023 pour pas arriver et baisser nos prix justement pour louer nos biens, quoi. Ouais, ça c'est un vrai sujet très intéressant aussi que j'ai déjà traité dans une conférence. Aujourd'hui, clairement, ça s'est beaucoup démocratisé et ça va encore être le cas. Hein, ça va être encore le cas. Donc, il faut trouver des moyens de se démarquer, comme tu dis. Pour moi, la première chose, c'est déjà d'essayer de trouver une zone
où la concurrence n'est pas encore vraiment professionnalisée. C'est-à-dire qu'elle ne propose pas une déco au top, des services de qualité complets. Donc aujourd'hui, il va falloir faire du haut de gamme, proposer un max de services. Il faut du Netflix, du Disney+, même Prime si tu l'as, le café. Il faut surtout pas négliger la literie parce que c'est avant tout pour ça qu'ils viennent, pour dormir. Donc matelas super qualité, les draps, les oreillers top qualité aussi. Ouais, si galerie, quoi, un peu, exactement. Et si la personne dort bien, déjà vous avez fait 80% du travail, et s'il y a des petits couacs à côté, vous serez pardonné parce qu'il a passé une super nuit. Ça, il faut le savoir. Après, il faut un maximum de services. Mais aujourd'hui, les gens ont compris que parfois ça suffit plus quand il y a beaucoup de concurrence, notamment dans les grosses villes, et du coup, il y en a qui vont plus loin. Donc, on voit aujourd'hui de plus en plus émerger d'appartements type spa, jacuzzi, voire même des saunas dans les appartements et tout. Donc ça a ses avantages et ses inconvénients. Les avantages étant que ça coûte beaucoup plus cher, tu te démarques, clairement. Les inconvénients étant que, en général, c'est que du une nuit. Parce qu'il y a rarement des gens qui te prennent la semaine quand tu as un jacuzzi dedans, à 200 balles ou 250 balles la nuit. Et c'est l'entretien et les charges qui vont avec un jacuzzi. Que ce soit la consommation d'eau, le ménage tous les jours. Ou le nettoyage du jacuzzi. Ouais. Et surtout que je pense que ça peut être intéressant si tu es vraiment seul, ou en tout cas très peu dans une zone à le faire. Mais si, comme tu dis, entre guillemets, ça se répand trop et que du coup, tu as des jacuzzis dans tous les apparts, là, ça devient carrément plus intéressant, je pense. Parce que... Exactement. Et c'est en train d'arriver. Dans certaines zones, tu veux un appart avec un jacuzzi, t'as pas de mal à en trouver. Ouais. Et alors après, il y a ceux qui vont encore un peu plus loin avec donc, ce qu'ils appellent les love rooms. Donc là, on est vraiment sur le marché de la séduction, l'amour, tout ça. Donc là, c'est pareil, on va pas vous prendre une semaine dans une love room. C'est voilà. Donc un week-end à la vie. C'est un week-end, grand maximum, quoi. Ouais. Grand maximum. Voilà. Donc ça, malheureusement, ce marché-là, je pense qu'il commence à arriver aussi à maturité, même s'il y a encore 2 ans, c'était le début dans certaines villes. Dans d'autres villes, il n'est pas du tout exploité. Il faut y aller parce que du coup, il y a un marché à prendre. Et pour moi, après, le niveau ultime, et encore ultime, je pense qu'on peut aller encore plus loin, mais le niveau ultime, c'est vraiment de proposer une immersion. Typiquement à thème, un appart à thème, immersion. Donc vous choisissez un thème. Sur la déco, quoi. Exactement. Non, mais là, c'est même plus... c'est même plus de la déco, c'est essayer de transformer un appartement sur un thème précis pour proposer une expérience au client plutôt qu'une nuit dans un appartement. Un exemple en tête de concept? Il y en a plein. Il y a des gens qui font des apparts sur les thèmes Harry Potter. J'ai vu des trucs Game of Thrones. J'ai vu du Alice au Pays des Merveilles. Star Wars. Du Star Wars. J'ai vu des appartements inversés avec la table au plafond. Ouais. Il y en a qui font ça aussi, donc qui font ça très très bien. Je vois. Donc oui, c'est plus que la déco, c'est carrément un concept. On est dans une expérience. C'est-à-dire que tu prends une nuit, tu t'achètes une expérience, tu t'achètes plus une nuit. Ça c'est pareil, tu restes pas une semaine dans un appart Star Wars, je pense. À moins que tu sois très fan. Ouais, mais ça a plus de sens qu'un appart, une semaine dans un appart avec un jacuzzi, love room, spa, hammam, tout ça, tu vois. Déjà, la cible est plus large. Ouais. Les appartements jacuzzi, ça correspond plus à des couples, des adultes, que des appartements thématiques, comme on vient de le dire, comme Star Wars, Alice au Pays des Merveilles ou autre. Ça peut correspondre à des familles, pour un week-end, je trouve que la cible est plus large, en tout cas. Tout est dans la thématique. Tu peux avoir un chalet au ski avec un jacuzzi, il n'y a aucun problème pour le louer une semaine. Oui. Par contre, tu mets un jacuzzi dans un appart et tu l'appelles Love Room, là, on va te prendre une nuit. De la même manière que si tu mets un jacuzzi dans un appart et que tu fais un truc super classe, sans pour autant l'accès sexe, on va dire, amour, tout ça, pourquoi pas? Si la personne a les moyens de se payer un appart, l'espace avec le jacuzzi et tout, et se relaxer le soir après une dure journée de travail, pourquoi pas? Tout est dans le marketing que tu vas mettre autour. Mais
voilà, l'étape du dessus, c'est vraiment proposer l'immersion dans un décor complètement surréaliste, voilà, inédit. Après, sur ces logements-là, à thème, où on pousse le truc vraiment jusqu'au bout, je me dis derrière, en plan B, on peut pas louer en longue durée un appartement Alice au Pays des Merveilles, par exemple, ou Star Wars. Enfin, ça se louera pas. Donc c'est vraiment une exploitation en courte durée obligatoire. Exactement. Et ça te commit là-dessus, t'as pas trop de retour. Donc pour moi, je trouve qu'il faut quand même avoir un patrimoine en amont, un patrimoine de sécurité, on va dire, avant de faire ce type d'exploitation. Pour moi, personnellement. Ouais. Ou alors, il y en a qui font ça directement, mais... En tout cas, c'est clair qu'il faut avoir au minima une vision moyen terme pour faire assez d'argent. Le supplément que tu vas gagner à exploiter le logement en type immersion expérience doit te permettre de prévoir une sortie éventuelle en termes de travaux, s'il faut tout remettre normal, tu vois. Donc je suis d'accord avec toi, quand on commence, faut pas forcément se lancer là-dedans. Ou alors faut avoir beaucoup d'argent, un bon matelas de départ pour avoir une sortie. Parce que même après en termes de revente, après tu revends un business du coup plutôt qu'un logement. Exactement. Mais soit tu le revends en business, soit comme disait Thomas, tu prévois un coussin de sécurité pour le remettre à la normale, ton appart, et le revendre normal. Mais effectivement, c'est l'inconvénient de ce genre de truc, en tout cas, c'est sûr qu'avec ça... Après, c'est ce qui marche aujourd'hui. Ouais, et puis de plus en plus, t'es sûr de te démarquer au moins. Là, il n'y a pas de feinte, quoi. Là, il y a personne qui fait comme toi, et puis même, l'avantage de ce truc-là, c'est que même s'il y a un mec qui se dit « Ok, je vais faire comme lui », il va choisir un thème différent. Donc personne n'aura le même thème que toi, tu vois. Ou alors ce serait vraiment, il est complètement débile, le type, tu vois. Mais donc c'est vraiment gagnant à tous les niveaux, si on a prévu la sortie aussi à la fin. Ok. J'avais une question. On a évoqué du coup le Channel Manager tout à l'heure, donc l'outil qui te permettait de piloter un peu tous tes logements. Est-ce que tu as des exemples de Channel Manager justement auxquels on pourrait s'abonner, entre guillemets, souscrire, utiliser quoi, qu'on pourrait utiliser. C'est quoi en gros les grands noms de plateformes qu'on peut utiliser pour ça? Alors moi, la seule que je recommande, c'est Beds24. Forcément, c'est celle que j'utilise. On va y venir. Pour moi, c'est la plus performante, la plus complète, la plus fiable. Et paradoxalement la moins chère. Ok. Voilà, faut le savoir. Maintenant, elle présente effectivement quelques défauts aussi en termes d'ergonomie. C'est pas le top du logiciel super sexy qu'on pourrait trouver. Donc il y a une petite prise en main à faire au début. Mais il faut pas non plus en faire toute une montagne. C'est-à-dire que si au début, quand on rentre dessus, on se dit what the fuck, putain, c'est quoi ce truc, je comprends rien, il y a des boutons partout. C'est le sentiment qu'on peut avoir au début. Quand on comprend comment ça fonctionne, on s'y retrouve très vite. En fait, ça va très très vite. On sait où sont le calendrier, les réservations, les automatismes. Ça va très vite. Donc c'est vraiment, c'est un peu comme si on te demandait de jeter dans l'eau et tu sais pas nager. C'est pareil, tu te dirais mais comment on fait? Une fois que tu as compris, c'est bon, c'est parti. Bien sûr, pour le coup, c'est pas un truc qui me gêne, les ergots tout pourris de site. Ouais. Ça va. Après voilà, il y a d'autres channel managers qui sont qui commencent à, enfin, je sais pas dire qu'ils sont aussi bien, mais qui sont clairement les concurrents de Beds24. Aujourd'hui, je pense à Superhot, qui est malgré tout un très bon logiciel. Et il y a Smobu aussi qui arrive, et Guesty qui est pas mal, qui est beaucoup utilisé aussi sur le marché américain. Et il y en avait un autre qui me semblait bien. C'est pas Amenities. Je me rappelle plus de son nom. Si ça me revient, je te dirai. Écoute, déjà là, ça en fait une 4 à peu près, donc. Mais faut aller chez Beds24 par contre. Chez Beds24, voilà. Mais justement, on va y venir, mais juste en termes de prix, du coup, ça coûte. En gros, tous ces outils, toi, que tu utilises pour automatiser, globalement, ça te coûte combien? Donc que ce soit le Channel Manager, la Presta, ça te coûte combien, toi, en fait, de gérer un appart en courte durée?
Tout l'appart. Tout l'appart, ouais, mais du coup, en comptant le channel manager, alors si j'ai bien compris, c'est dérisoire par rapport à ce que ça apporte, quoi, Ouais. le prix. Bah, en fait, C'est surtout que ça dépend aussi du nombre d'appartements que tu as. Parce que Le prix du channel manager. Parce que c'est dilué. C'est par En appart. fait. Si t'en as un, ça sera forcément plus cher que si t'en as 15. Exactement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, en tout cas, chez Bets24, t'as un forfait de 10 € par mois, ok, pour le logiciel en lui-même. 10 € par mois. Et après, c'est 1 € par logement créé sur Bets24 et 1 € par connexion à chaque plateforme. Ok. Donc, tu as un logement que tu connectes à Airbnb, Booking, 12 €, quoi. peut-être Google, voilà. Donc, tu en es pour aller peut-être 5 €. Et après, tu as les 10 €. Donc, peut-être 15 balles pour un appart. Mais pour deux, ça sera 20. Ouais. Pour 3, 25, tu vois, ça va être dégressif. Ok, ouais. Ouais, par mois, ouais, du coup. Par mois. Ça me paraît pas cher du tout. Enfin, ça me paraît par rapport à ce que C'est ça rien. apporte, en tout cas. Ah ouais. C'est rien, mais c'est complètement déséquilibré comme implication financière. Et le gain de temps que ça peut te donner, ça te sauve plusieurs heures par semaine, même par jour, pour 15 balles par mois, même moins, maximum 15 € par mois, par appartement. C'est dérisoire. C'est clair. Dérisoire. Et aujourd'hui, quelqu'un qui veut se lancer dans la location courte durée et qui y connaît absolument rien en automatisation, toi, comment tu aides ces personnes-là justement à venir se professionnaliser, ouais. Aujourd'hui, moi, j'ai en fait un accompagnement sous forme de programme de formation en ligne avec des vidéos tutoriels où je te montre clic par clic comment automatiser ceci ou cela. Toutes mes vidéos, elles s'appellent comment faire ceci ou cela. Elles durent entre 5 et 15 minutes. C'est structuré selon une méthodologie avec des chapitres à thème. Airbnb, Booking, les paiements automatiques, les actions automatiques. Tout est structuré et tu recopies bêtement, entre guillemets, ce que je fais à l'écran sur le tien. Et l'idée, c'est de te permettre de configurer Bets24 rapidement, de façon efficace, de te faire configurer aussi des trucs auxquels tu n'aurais même pas pensé. Parce que si tu sais pas que tu peux le faire, bah tu le feras pas. Ouais, c'est clair. Donc là, on te livre tout sur un plateau, tu le fais rapidement et efficacement, tu te fais pas d'erreur et du coup, très rapidement, tu prends en main et tu apprends à piloter Bets24. Pour superviser après, comme tu le disais tout à l'heure, les logements qui sont exploités en courte durée. Exactement. L'objectif étant de t'amener à un point de supervision uniquement de ton activité, peu importe le nombre de logements que tu as. Avec un téléphone, aujourd'hui, tu peux faire ce que tu veux depuis ton téléphone et piloter des dizaines et des dizaines de logements de n'importe où dans le monde. Et du coup, tu disais tout à l'heure, tu en parlais que tu formais du coup les concierges ou les gens en devenir en conciergerie. Et je suppose que t'accompagnes les particuliers aussi là-dedans. Ah oui, j'ai des particuliers, j'ai des conciergeries, j'ai des agences de sous-location, j'ai même des hôtels, des complexes de villas. Et d'ailleurs pas que en France, puisque du coup aujourd'hui j'ai des clients qui sont au Canada, Réunion, Madagascar, Thaïlande, Guadeloupe, Guyane, Martinique. Alors c'est vrai que je suis sur le marché francophone parce que Bets24 c'est un logiciel anglophone. Aujourd'hui on peut le traduire en français, c'est-à-dire qu'il y a une option pour le faire, mais on va pas se mentir, c'est assez mal traduit. Il travaille dessus quand même, ça devient de plus en plus. Avant il n'y avait même pas de version française, maintenant il y a. Mais j'ai fait un sondage parmi tous mes clients. Depuis qu'on peut le traduire en français, 95% ils sont restés en anglais. Parce que en fait, à partir du moment où tu as tes mots-clés, tes habitudes. Booking, calendar, price, c'est bon, tu sais où c'est et puis du coup t'as pas besoin de traduire en français. En tout Donc cas, c'est assez complet. Ouais. Voilà, si vous cherchez à vous former un peu sur cette partie-là pour pouvoir gérer vos biens en courte durée sans y passer 5 heures par jour Et sans tout automatiser, lâcher 20% de chiffre d'affaires. Ouais, aussi, surtout. Voilà, on vous conseille la formation de Thomas qui est très quali là-dessus. Et bien, on arrive un peu vers la fin de cet épisode. On a une petite tradition qui est de demander si tu avais un outil ou une ressource à partager pour les gens qui nous écoutent, qui pourrait les aider. Là, le thème d'aujourd'hui, c'est la courte durée, un peu la gestion des biens. Donc, ça peut être n'importe quoi dans ce champ-là. Mais est-ce que tu aurais un outil ou une ressource à conseiller Alors, moi, bien évidemment, si vous faites de la location de courte durée, tu me tends la perche, je vais te dire professionnalise-toi avec Bets24. Il te faut un channel manager, même si tu n'as qu'un seul bien.
Après, si j'ai quelque chose à partager à des gens qui veulent se lancer ou évoluer dans la location courte durée ou même l'immobilier en général, c'est rencontrer des gens. Allez voir des gens, faites des soirées, des apéros IMO, des séminaires, des trucs. Allez dans tous ces événements-là, discutez avec des gens. Encore une fois, moi, j'ai rencontré mes associés dans ces événements-là. J'ai découvert la courte durée dans ces événements-là. J'ai eu des vrais déclics. Et des fois, encore une fois, on a la chance d'être dans un domaine où une information peut valoir des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros. Moi, j'ai des projets, typiquement, j'ai fait un projet là, de construction de 2 maisons individuelles. On m'a donné une information, c'est mon archi qui me l'a donné, qui m'a permis de faire cette opération, qui m'a fait gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ouais, non, mais ça, c'est une phrase. On est complètement aligné là-dessus. D'ailleurs, je crois que sur les... Donc là, c'est le 6e épisode du podcast quand on est ensemble. Je crois que ça a dû être cité, ce qu'on sait 3 fois déjà dans les épisodes. Ah ouais. Mais à quel point c'est important. Bah, c'est la vérité, ouais. S'entourer des bonnes personnes, rencontrer des bonnes personnes. Et au final, même nous deux, on t'a rencontré aussi comme ça. Ouais, c'est vrai, carrément, ouais. Et nous, c'est un truc qu'on répète souvent aussi. Enfin, franchement, rien de plus puissant. Et puis, comme tu disais, une info, un contact, ça peut littéralement soit débloquer des situations ou soit vous faire économiser dans l'argent, quoi. Et écouter des podcasts aussi, surtout celui-là. C'est gentil. Donc du coup, merci beaucoup Thomas pour toutes ces informations. Et si les gens veulent te contacter, te rencontrer, échanger avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors du coup, le site dont je parle, ça s'appelle base24clickparclick.fr. Donc là, vous allez pouvoir retrouver toutes les informations sur la formation que je propose, l'accompagnement que je propose. Et après, c'est principalement sur Instagram, Thomas Dardour, vous allez vite trouver. Ok. Donc, de toute façon, on vous met tout dans la description de l'épisode. Et voilà, Thomas, on te dit à bientôt. Yes, à merci. Bientôt et merci encore. Merci à vous pour l'invitation, c'était cool. Avec plaisir, ciao. Ciao.